Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, troisième et dernière partie. Nous réfléchissons en ce qui concerne nos intellectuels. Je parle de ceux qui sont allés à l'école, qui ont appris la science de gouverner, la science d'agir, la science de parler, la science de faire et la science de comprendre, aussi de communiquer. Ces gens-là, dans un État, forment la catégorie de ce qu'on appelle une élite. C'est vrai, la notion de l'élite elle-même, elle est beaucoup plus penchée vers les résolutions, les résultats. Pas que la littérature, non. Mais c'est des gens qui ont appris des choses et qui peuvent apporter des solutions aux problèmes de la société. Parce que dans chaque société, il y a des problèmes. Dans chaque société, il y a des solutions. Alors ça veut dire, quand on vit dans un État, dans un pays, avec des gens qu'on considère comme une élite, mais qui n'apportent pas des solutions aux problèmes, alors en réalité, ce ne sont pas des élites, ce sont des gens qui se sont autoproclamés comme élites. Comme au Congo, en Afrique, on a des autoproclamés élites, mais en réalité, ce sont des profiteurs, des gens qui profitent du malheur des autres et qui ne font rien, absolument rien. Chaque pays au monde a ses intellectuels à lui. Et l'apport de chaque intellectuel dans un pays a été prouvé que 90% de résolutions qui ont été faites dans les pays, des révélations, des inventions, de bien d'autres choses, ont été faites par des intellectuels. Ici, je ne parle pas que de ceux-là qui ont des diplômes, mais je parle de ceux qui ont atteint les niveaux. Parce qu'il y a deux phases, comme je vous ai dit dans l'élite. La première phase, c'est ceux qui sont allés à l'école. La deuxième, c'est cette classe qui n'est pas allée à l'école, mais qui répond aux questions. Dans tous les deux cas, la solution est là. Et donc, vous avez dans tous les pays à travers le monde des gens qui ont compris qu'il fallait étudier le problème du pays et trouver des solutions à ce problème-là. Lorsque nous étudions l'Europe, 500 ans avant Christ, on a eu des gens, de Platon, Aristote, Archimède, disons Aristote, Xénophon, Thalès, Socrate. On a eu ces personnes-là qui ont eu, d'une manière ou d'une autre, inspiré les mondes. Aujourd'hui, quand vous lisez les livres de Pedro, vous risquez de croire que vous êtes aujourd'hui. On dirait que le gars était aujourd'hui. Le gars parle de ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous lisez les livres de beaucoup d'autres personnes, vous vous rendez compte que c'est aujourd'hui. Mais même après les Christ, ces pays-là ont gardé une notion, c'est-à-dire la valeur, la place des intellectuels. Ils ont gardé la place des intellectuels. Ceux qui lisent l'histoire et la dialectique peuvent connaître ce qu'on appelait la vague de puritains. Ces gens-là étaient des hommes qui se considéraient comme purs pour pécher. Ils sont donc allés construire la Nouvelle-Angleterre en dehors de l'Angleterre. Ils ont traversé l'Atlantique pour aller quelque part, pour aller voir, pour aller construire une nouvelle terre, loin des atrocités, loin de l'abomination qui caractérisait la pensée de l'homme déchu. Je veux dire anglais, excusez. Et maintenant, qu'est-ce que les intellectuels africains font? Que font les intellectuels africains?
On les appelle des professeurs, c'est vrai. On les appelle des docteurs, des bidoctes, tridoctes, quadradocs même. Ils sont professeurs émérites, c'est bien bon. Mais pour quel résultat? Tout en sachant que l'intellectuel dans un pays n'est pas forcément l'acteur. C'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui parle. Si la politique ne prend pas en compte ce que la science dit, ce n'est pas la faute à la science, c'est la faute à la politique qui refuse de le faire. Mais maintenant, le problème, on va ramener le problème, c'est que d'où vient cette politique-là? Parce que la politique qui n'est pas née de la science est une fille rebelle. Aujourd'hui, lorsque vous posez la question de la politique qui est pratiquée aux États-Unis, vous allez vérifier cette politique-là dans leurs universités avec des petits écarts, de tout petits écarts vraiment dans la pratique. Alors, de tout petits écarts. Parce que de la théorie à la pratique, il y a certainement ce qu'on appelle une petite marge d'infidélité. On est bien d'accord? Une toute petite marge d'infidélité. Et l'écart, il est souvent étroit que parfois on ne peut pas voir qu'on est dans le faux ou on est dans le vrai. Mais en Afrique, l'écart est profond. L'université est à des années-lumière de la réalité. On vous enseigne autre chose et sur la pratique, dans la pratique, c'est autre chose. Du coup, vous avez des gens qui sont théoriquement forts, mais ils sont tellement bêtes dans la pratique parce que la pratique édicte une autre loi qui n'a rien à voir avec ce que les gens sont allés étudier. Et donc, cette hypocrisie continentale, une hypocrisie profonde, a détruit le sens même d'une Afrique prospère. Parce que ce que l'Afrique produit intellectuellement n'est pas consommé, et ce que nous consommons n'est pas produit par cette science-là. Et du coup, au fil du temps, ces mêmes professeurs sont devenus des masturbateurs, sont devenus des commerçants, des vendeurs d'illusions. Ils sont venus servir le roi, mais pas dans la grandeur du roi, mais dans la bêtise du roi. Et du coup, vous avez tous les présidents africains avec ces petits intellectuels. Je dis petits, oui, parce que c'est des gens qui ont accepté de saper leur diplôme. C'est des gens qui ont accepté de saper leur temps passé à l'université. C'est des gens qui ont refusé de s'habiller comme des professeurs, mais ils veulent devenir de petits garçons de course. Ils acceptent de petits intérêts. Au nom de petits intérêts, ils sacrifient la science, notre mère. Et ce sont ces gens-là qui remplissent nos universités, qui remplissent les cabinets de certains présidents africains. Et au lieu d'enseigner, les professeurs font un effort de vider les milieux universitaires pour intégrer les partis politiques et pour intégrer la sphère de gouvernance. Pourtant, un professeur qui est au centre de la science de tous les jours n'a pas besoin d'envier un politicien, sauf si le politicien a utilisé l'arme de l'appauvrissement, l'arme de la destruction idéologique de l'université, clochardisant ainsi les professeurs, faisant de petits garçons de course. Vous avez vu ici un homme en train de ramper. Vous avez vu au Congo combien de professeurs se prostituer littéralement pour le pouvoir. Des professeurs qui ont été contraints à pondre de thèses inutiles, abjectes et idiotes, mais ils étaient capables de le faire parce qu'ils devaient avoir l'argent. Ils devaient justifier l'argent. Et c'est ce qui est bizarre quand un professeur n'arrive pas à définir l'argent. Ce professeur n'est plus un homme, c'est devenu maintenant un objet. Je ne suis pas ici en train d'enseigner la sainteté, non. Mais par contre, j'estime que nous devons aller au-delà de ces histoires, au-delà de ces apparences, au-delà de cette hypocrisie de façade pour trouver des solutions. Les États-Unis vous parleront de grands auteurs. Ils vous parleront de ces gens-là. L'Angleterre, la Grande-Bretagne vont vous parler de Francis Bacon. Ils vous parleront de John Stuart. Ils vous parleront de ces gens qui ont arrivé à influencer un nombre important de gens. La France aujourd'hui, quand vous parlez des intellectuels français, on vous cite Machiavel, on vous cite Voltaire, on vous cite René Descartes, on vous cite des gens, finalement, vous dites, mais ouf, on dirait tous les grands n'étaient que chez eux. L'Angleterre vous parlera de beaucoup d'autres. L'Angleterre vous parlera de David Hume, on vous parlera de John Locke, on vous parlera de beaucoup d'autres personnes.
L'Allemagne va vous parler aussi de ses acteurs. Et ils ont beaucoup de Friedrich. Ils ont beaucoup de Friedrich. Ils ont des noms bizarres. Ils vous parleront de Wilhelm Friedrich. Ils vous parleront de beaucoup de gens qui ont des noms que je ne sais pas prononcer. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à prononcer Albert Einstein. Je n'arrive toujours pas à prononcer. J'ai l'impression que moi, gros bimon, il faut que Lorette Kani qui va commettre ma solo. Il y a Friedrich. Donc, vous imaginez que chaque pays a ses intellectuels à lui. Ils peuvent vous dire, non, chez nous, on connaît tel, on connaît tel, on connaît tel. Quand on parle de Karl Marx, on parle de ces gens-là, et ils connaissent. Mais maintenant, nous, au Congo et en Afrique, vous allez vous rendre compte que les intellectuels que vous allez citer ne sont pas des intellectuels qu'on considère, que les politiques africaines considèrent. Et c'est bizarre parce que quand ils sont à l'opposition, tout ce que l'intellectuel fait est bien. Mais une fois qu'ils ont le pouvoir, non, mais ces intellectuels-là ne servent plus à rien. Je ne comprends plus rien. Moi, j'étais là, quand j'étais encore dans mes émissions et tout. Ceux qui étaient à l'opposition, ils me consultaient, vous n'avez aucune idée. J'ai recevais des appels, les gens pas possibles. Tout ça. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ouf, ils ont tourné les dos. Ils ont tourné les dos. Parfois, tu l'appelles pour avoir une info. Mais ils croient que tu l'appelles pour lui demander de l'argent. Donc, du coup, on se dit, mais c'est quoi le problème, en fait? C'est ça, l'homme africain. Il fait tout pour éviter la science. Quand il s'agit d'appliquer cette science-là, il n'est pas d'accord. Non, il dit non, c'est trop philosophique, non. Mais quand il est dans l'opposition, il célèbre la science pour que l'autre l'applique. Mais quand c'est lui qui vient maintenant, bon, applique alors la science en question. Oh non, c'est trop scientifique, c'est trop philosophique, c'est parce qu'on veut vraiment, il faudrait aller plus loin que ça. Ah, maintenant il faut aller plus loin que ça. Et quand vous étiez à l'opposition, qu'est-ce qui se passait? Donc c'est ça, au fait, la nature de l'homme africain, surtout politicien africain, qui n'arrive pas à prendre en compte des vraies questions. Et ça l'entraîne à la mendicité, ça l'entraîne à la faiblesse, ça l'entraîne à la paresse intellectuelle, à l'improductivité intellectuelle. Il y a un rapport Schengen. Ce rapport de Schengen a fait état des professeurs, mais aucun professeur congolais n'a été classé là-bas. Aucun, même pas un seul. Même pas un seul. Ils se disent non, les politiciens congolais, ils publient beaucoup plus, les professeurs congolais publient beaucoup plus politique que science. Et quand ils sont dans la politique, même quand ils écrivent droit constitutionnel, quand vous lisez, ce n'est plus le droit constitutionnel, c'est plutôt le droit constitutionnel politique. Vous trouvez ici les militants, mais avertis. Vous trouvez le militantisme intelligent dans l'apport intellectuel d'un enseignant. C'est quand même une honte, non? Un enseignant ne peut pas être militant. Non, surtout quand il engage sa science. Il ne le fait pas en termes militants, avec les airs militants. Il essaie de se défaire de ces carcans de militants pour donner la science comme il faut. Imaginons un seul instant si M. Mobutu était entouré des intellectuels sérieux. Pas des porteurs de diplômes, pas des hommes instruits, mais des hommes éduqués. Parce qu'il y a une différence entre être éduqué et être instruit. Être instruit, c'est savoir parler français, savoir la science, de faire de créer, d'inventer. Mais être éduqué, c'est le fait de respecter les valeurs. Et lorsque votre science est gouvernée par les valeurs, vous faites moins de bêtises. Mais lorsque votre science n'est pas gouvernée par des valeurs, vous créez beaucoup plus de bombes, de missiles et moins d'écoles, moins d'hôpitaux. Donc il faudrait arriver au point de se dire, est-ce que l'intellectuel africain a compris la complexité dans laquelle on se trouve? Est-ce que nous pouvons arrêter d'être des fanatiques? C'est encore pire et très 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 ignoble lorsque le fanatisme atteint la sphère de l'intellectuel. Lorsque l'intellectuel, l'intellectuel, c'est la lumière d'un pays. L'intellectuel, c'est la lumière d'un pays. C'est celui qui voit avant tout le monde. C'est celui qui pense avant tout le monde. Pas celui qui a un diplôme. Non, mais celui qui a la réponse à une question. Alors, si ces personnes-là changent de point, ils arrivent à regarder ailleurs, eh bien, ça va être comme des sentinelles qui ont vu le mal et qui n'ont pas alerté les autres. Et là, si vous lisez la Bible va vous dire ceci. Malheur à cette sentinelle-là qui a vu et qui n'a pas alerté les autres. Certes, ceux-là vont mourir de leur péché. Mais le sang de tout le monde va être sur la sentinelle qui a vu et qui n'a pas averti. Par contre,
Une sentinelle qui voit, qui avertit, et que les gens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas l'écouter, à ce moment-là, ces personnes-là mourront de leurs péchés, et le sang de ces gens-là ne sera jamais comptabilisé sur la sentinelle. Donc vous imaginez la nuance. La sentinelle, pardon, je veux dire, l'intellectuel c'est une sentinelle. L'intellectuel c'est la sentinelle du peuple, c'est le gardien du temple. C'est celui qui garde les valeurs, c'est celui qui essaie de dire aux gens, n'allons pas dans cette direction, on y va mal. C'est celui qui fait comprendre au président, au ministre, tenez bien, vous prenez la mauvaise direction, disons, vous prenez la bonne direction, allez-y. Alors arrêtez-vous un peu, c'est la mauvaise direction. C'est là les intellectuels. Mais nous avons en Afrique des intellectuels qui ont accepté de brûler leur diplôme, de brûler leurs valeurs pour faire louange au président de la République et surtout au président d'Afrique. Nous le voyons dans les chaînes internationales, aller raconter des histoires. Vous vous posez la question, mais est-ce un professeur? On dit oui, c'est un professeur. Vous dites, mais il enseigne quoi? Il enseigne la bêtise? Enseigne-t-il la démagogie? Enseigne-t-il le mensonge ou il enseigne la science? On a donc des professeurs, je veux dire, le terme va être fort, mais on a des professeurs abrutis. Il est professeur, mais c'est vraiment un vrai abruti. Tellement que la mendicité, la flatterie ont intégré sa sphère de raisonnement, ça l'a perverti. Et c'est là qu'intervient la phrase de Étienne Tshisekedi. Il a dit, il y a des gens qui sont nés bêtes. Plus ils accumulent le diplôme, ils deviennent de plus en plus bêtes. Parce qu'ils ont un sang bête. En fait, en réalité, quand vous avez cette notion-là, vous n'arrivez pas à comprendre que quand je suis un intellectuel, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui peut pousser un homme à flatter un autre homme? Je ne comprends toujours pas. Comment ça arrive? Comment ça arrive? Une fois, j'ai posé la question à mon père. J'ai dit, mais tu as vécu avant moi. Mais c'est un peu de me dire, qu'est-ce qui peut pousser un homme, vraiment, à aller jusqu'au point de flatter un autre? Et il m'a répondu, après un long silence, il me dit, c'est la bestialité qui atteint le comble du raisonnement, en fait. C'est le déni. On se dit, je ne peux pas, je puis tout par lui. Et c'est ce qui a amené ce pays là où il est. Les intellectuels congolais ont fait la honte. Pas tous, mais ceux-là qui ont accepté de fléchir devant le mensonge. Ceux-là qui ont accepté de fléchir devant le faux. Ce sont ceux-là qui doivent avoir honte. Et on doit dire, ce n'est pas de cette façon-là que vous devez faire les choses. Quand on est intellectuel, ça veut dire qu'on est en train de répondre. On est la lumière du monde. On est là pour éclairer les ténèbres. On est là pour éclairer l'ignorance. On est là pour éclairer, parce que ténèbres veut dire ignorance. On est là pour éclairer l'ignorance. On est les prêcheurs de la vérité, les prêcheurs des valeurs. Quand on est intellectuel, on est le sel de la terre. Nous sommes là pour finalement rendre salé. Parce que, écoutez, si le sel qui doit saler la terre, ce sel est perdu, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que l'on va faire? J'interpelle les intellectuels congolais. Nous venons d'avoir un nouveau président. S'il vous plaît, ne faites pas ce que vous avez toujours fait avec les autres présidents. Essayez de comprendre la nécessité de ne pas tomber dans les flatteries, de ne pas tomber dans ces histoires-là, de Yale Kibango, tout ça. Non, un président, on ne le flatte pas. Un président, on lui dit des vérités. Il faut être en mesure de regarder le président dans les yeux et lui dire, Monsieur le Président, on n'est pas d'accord avec vous sur ce point. Monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent aujourd'hui refuser de changer de position pour de l'argent? Où sont-ils? Nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes-là qui vont regarder les gens dans les yeux et leur dire, on ne veut pas de cette façon-là, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Voilà comment cela se passer. Il y a une relation entre l'université et la gestion de tous les jours. La gestion de tous les jours est une théorie qui doit avoir un père ou une mère. Et la mère de la théorie qui s'applique sur terrain, c'est la science. La théorie, sa première fille unique, sa première fille d'ailleurs, c'est la pratique.
La théorie a engendré la pratique. Si votre pratique n'est pas liée à une théorie quelconque, posez-vous la question de qui est les filles. C'est ainsi que vous avez généralement au Congo un pouvoir rebelle qui n'obéit pas à la science, qui n'obéit pas à la spiritualité, qui n'obéit pas à la logique, qui n'obéit pas aux mœurs, mais qui obéit aux humeurs. Parce que le pouvoir, il est produit par l'abstrait, par rien du tout. C'est pourquoi il est temps d'interpeller les professeurs. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Vous avez un nouveau régime qui n'a pas besoin, qui a imprimé une logique de ne pas vouloir les flatteurs. Alors s'il vous plaît, ne tombez pas là-bas. Naoki Nzembo moko epa muninga na ngai Israël Mutombo et un garçon moko Fabrigas Nzembo ne elingi pamba. On prend la chanson, on dit Azofinga Félix Alobi, Félix elingi pamba, elingi pamba. Le pauvre monsieur a un Nzembo normal, mais comme il est compliqué, heureusement pour lui, il tombe dans un régime où le président en question n'a même pas besoin d'un biloko. Et ce qui est bien, c'est que Félix Tshisekedi n'est pas dans ces histoires-là. Félix Tshisekedi ne fera pas de défauts au Congo. Il ne fera pas de défauts. Félix Tshisekedi est premier terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun musicien ne sera contraint de fuir le Congo parce qu'il a raconté des choses dans la chanson. La chanson de Boketu Premier, c'était une chanson, c'est français, pardon, chef d'œuvre. Nous il n'y a pas de complexe. Et là, chef d'œuvre. Et là, une fois peut-être dans 50 ans, une chanson qui répond tout et qui le dit de façon claire, avec les mots qu'il faut, n'a pas place Nango. Cette chanson a toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui. C'est ça un artiste. C'est comme ça un artiste réfléchit en fait. Il chante, mais il est long d'un pas de complexe à Boketu Premier, à to lingiete pour Afingaka, to lingiete pour le Mama Amunaye, mais cette chanson-là, tu ne peux pas la contredire. Tu ne peux pas contredire la chanson, il n'y a pas de complexe. Pourquoi? Parce qu'un intellectuel, en tant que musicien, il a atteint la sphère de la réflexion dans l'avenir, en fait. C'est-à-dire qu'il vous impose Nzembo na Bokoye Mbango 50 ans plus tard, Bokoye Mbango. C'est en fait la chanson de pas de complexe. C'est quoi Nzembo ya Lutumba Simaro. Et c'est quoi Nzembo ya Lutumba Kitikoala. Tous les longs Nzembo d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il a compris les choses. C'est un peu comme les Montesquieu et les autres qui ont écrit des livres. Jusqu'aujourd'hui, ces livres sont d'application. Sont surtout d'actualité. Pourquoi? Parce que l'auteur s'est concentré à quelque chose de beaucoup plus fort que le présent. Il a touché la sphère de l'intangibilité pour sortir la tangibilité. Et donc, il vit maintenant dans le surnaturel, dans la métaphysique, au point qu'il vous impose une logique à faire, quoi. Mais où sont ces intellectuels encore aujourd'hui? Sont-ils où? C'est l'argent. Même quand ils font l'opposition, ils ne le font pas parce qu'ils sont objectifs, mais ils le font parce qu'ils veulent séduire un électorat. Quand ils sont au pouvoir, ils ne suivent pas le pouvoir pour le suivre, pour les idées, ils suivent le pouvoir parce qu'ils veulent protéger quelqu'un. Et c'est là la honte et la déchéance d'un intellectuel. Ça fait la honte. On a besoin des hommes qui vont dire oui quand il faut dire oui et qui vont dire non quand il faut dire non. Ainsi s'achève cette partie de réflexion de nos intellectuels qui nous font la honte. Chers intellectuels, soyez sérieux vous-même. Et je suis convaincu que jeune Yalelo, génération Sika, comme professeur, ça va être des gens au CPA na bango. Moi mingi. Et vous allez battre ma yele, kisi na boigna. Et vous allez vraiment très important. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vais lire des questions maintenant. Je vais lire des questions. Courage au président Fachi d'avoir pensé à une structure qui va lutter pour le changement de mentalité des Congolais. Ce que Kabila n'a pas pu faire durant 18 ans. Moulenda, Jacques. Non, il ne faut pas dire ça. Kabila a fait ça aussi. Kabila avait fait ça, mais le nom c'était Nouvelle Citoyenneté. Et il l'avait fait. C'est pas de dire que Kabila n'avait pas fait ça, c'est faux. Il l'avait fait. Nous attendons maintenant que la commission que le président a créée, cette coordination-là, on va attendre ce qu'il va donner comme proposition, comme suggestion. C'est là qu'on verra. Mais M. Kabila l'avait fait aussi. Jean Mouti. Nous voulons que notre gouvernement puisse répondre aux cris d'alarme de nos frères réfugiés congolais venus d'Angola, car les conditions de leur vie se détériorent du jour au jour. Charles Toumba. Les FCC est un système mis en place pour couvrir la corruption, l'argent de fibre optique que Kinke
est accusé de détourner. Aujourd'hui, c'est Matata qui le défend. Mais cela n'interpelle pas toujours Cash et Félix. Maintenant, moi, c'est les raccordements qui se passent. Hein. On peut peut-être poursuivre un sujet, mais quand vous commencez à faire les raccordements, je me dis, mais... William Mwamba. Christian, quelle est la différence entre une session ordinaire de l'Assemblée nationale et une session extraordinaire? Ça, j'avais répondu à la question déjà que la session extraordinaire, c'est une session qu'on appelle qui ne rentre pas, qui n'est pas une session ordinaire. La session extraordinaire, c'est par rapport à une question d'actualité, c'est par rapport à une urgence qu'on dit, c'est extraordinaire. C'est vraiment comme les mots le disent. Ordinaire, c'est ce que la loi prévoit. La loi prévoit une session ordinaire. Mais maintenant, il y a un problème, il y a une urgence qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Et qui a déjà vacances parlementaires. On invite les parlementaires, ils reviennent là-dessus pour parler d'un sujet d'actualité. Par exemple, investir un gouvernement, ça peut être aussi une session extraordinaire. Edmond Moulinda, il ne trouve pas l'importance de tenir une réunion de sécurité pendant que tous les généraux vont demeurer à Kinshasa. Kabila l'a fait autant, mais rien n'a changé. Il faut les envoyer tous à l'est du pays. Kyungu Buta, l'armée est détruite par la nomination des généraux incapables sur le plan de Kabila pour nous affaiblir. Manassé Okito, si Félix opte pour le moindre mal, il va réussir, mais s'il ne se confie qu'à la liste de cordons du FCC, les condors pardon, du FCC, il est clair qu'il ne réussira jamais. Eric Lushiku, le mal est que nous vivons dans un pays où nos dirigeants ne pensent même pas à la génération future. Aujourd'hui, sur 80 millions, on compte plus de 75 millions de chômeurs. En 2025, la situation va être double. Que faut-il faire? Gaston Moulumba, Kabila devrait les emporter dans son départ. Tshisekedi devrait nous débarrasser. Mais rien n'en sera question. Mais un an après la délivrance, le Congo fait toujours face à des vautours, des hommes politiques qui ont vendu leur âme au prix d'un contraceptif usagé. Kwela Puta, le partage de postes ministériels, ça brûle au FCC car les conditions de 3 noms de données par Félix dispersent les camps et écartent plusieurs personnalités. Je rappelle que les propositions du Premier ministre ne lient pas le président. Le président n'est pas obligé de suivre ça. Il peut changer la donne, il peut changer les motifs, tout peut être fait en ce moment-là. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Moi, je vous retrouve plus tard. Vous avez notre projet est là. Et nous continuons à vous interpeller encore pour Mbandaka sur le mois de septembre à la fin. Fin septembre, dernier samedi du mois de septembre, je crois. On ira peut-être pour une semaine. Septembre, octobre, on reviendra pour continuer nos tournées. Et quand on reviendra, ça sera pour faire autre chose. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez les vidéos, partagez. Et on se retrouve très prochainement. Puisse Dieu vous bénir tous. Bon week-end à tout le monde. Surtout dans vos familles. Restez ensemble. Faites-vous plaisir. Que la peur quitte vos esprits. Et que Dieu bénisse la RDC.